Bonjour à tous. Dans cette quatrième et dernière vidéo sur la gestion des angles fermés, nous allons reprendre une à une les notions essentielles vues dans les précédentes vidéos et nous allons enfin pouvoir les articuler entre elles afin que tout devienne clair. J'ai essayé de résumer l'ensemble de la prise en charge pour chacune des différentes situations cliniques en une seule fiche à laquelle il est facile de se raccrocher afin de ne pas oublier une étape et donc de ne pas faire d'erreur. Pour reprendre l'examen clinique initial, je voulais rappeler que chaque patient que vous voyez en consultation est susceptible d'avoir un angle étroit. Donc pour 100% des patients, il faut faire une estimation du rapport de Van Herik, qui est une méthode simple et rapide de savoir chez qui faire une gonioscopie. Pour ma part, j'estime le rapport de Van Herik en fractions, car c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver, notamment lorsque l'on change de praticien. Il sera donc raisonnable de faire une gonioscopie pour tout patient ayant un rapport de Van Herik inférieur à 1,5 et donc ayant une profondeur de la chambre antérieure qui sera inférieure à la moitié de l'épaisseur de la cornée. Pour la gonioscopie, le V3M n'est pas un outil qu'il faut conserver. Encore une fois, c'est un gros verre qui est désagréable pour le patient et qui permet certes d'avoir des belles images, mais qui ne nous permet pas de faire de l'indentation. Le verre à 4 miroirs permettra de tout faire. Ça nous permettra, à l'aide d'une seule goutte d'oxybuprocaïne, d'avoir un examen extrêmement rapide. Ça sera le seul moyen pour vous de prendre le patient en charge de A à Z, car l'indentation sera la partie clé pour la prise en charge des patients. Grâce à la gonioscopie sans indentation dans un premier temps, on pourra déterminer si l'angle est ouvert, c'est-à-dire si le trabéculum est visible sur plus de 180 degrés, ou si au contraire, on doit le classer dans les 3 stades de la classification de Foster. À partir de là, on pourra indenter, à la recherche de synéchie, d'évaluation également de la pigmentation du trabéculum, et ainsi rechercher des arguments pour un angle fermé. Pour tous les cas d'angle fermable, on recherchera évidemment des arguments campimétriques, à l'OCT et au fond d'œil pour un glaucome, car même si la pression intraoculaire est normale au moment de la consultation, on peut déjà avoir un véritable glaucome à angle fermé sans hypertonie. Une fois cette stadification faite, la classification de Foster nous permettra également de savoir si un traitement est nécessaire ou pas. Pour les angles fermables, il s'agira d'un traitement préventif, et pour les angles fermés et les glaucomes à angle fermé, il s'agira du seul traitement curatif absolument indispensable. Afin d'éviter qu'une trabéculopathie ne s'installe, ce traitement devra être le plus précoce possible. Là encore, la gonioscopie sera l'élément clé, car elle nous permettra de déterminer devant quelle étiologie on se trouve. Si l'iridotomie périphérique est la solution que l'on retrouve à chaque mécanisme de bloc pupillaire, d'iris plateau ou mécanisme phacomorphique, il faudra sous-poser cette option par rapport aux autres options plus spécifiques à chaque étiologie. Il faudra également, avant de réaliser une iridotomie périphérique, éliminer de manière absolue la présence de synéchie iridocornéenne sur plus de 270 degrés, sous peine de s'exposer à une hypertonie irréductible. À l'issue de la gonioscopie avec indentation, on pourra, avec un petit peu d'expérience, déterminer si l'on se retrouve face à un bloc pupillaire qui s'indente parfaitement bien, face à un iris plateau qui s'indente plutôt mal avec une bosse périphérique qui cache le trabéculum, ou face à un mécanisme phacomorphique pour lequel l'indentation est possible, mais est un petit peu plus difficile que pour le blocage pupillaire. L'âge du patient, le fait qu'il soit hypermétrope ou non, etc., pourra également nous apporter des indices, mais ce n'est que la gonioscopie qui pourra répondre complètement à nos questions. Il est toujours utile de rappeler que les examens d'imagerie seront optionnels. Ils seront parfois extrêmement utiles, et notamment sur un plan médico-légal avant toute prise en charge, pour montrer sur une photo le mécanisme. Par exemple, pour mesurer la flèche cristallinaine chez un patient, ou alors pour montrer qu'il n'y a plus de sulcus iridociliaire chez d'autres patients. Mais quelle que soit la prise en charge thérapeutique décidée, il faudra en évaluer l'efficacité a posteriori par une gonioscopie. Je réattire votre attention sur l'absolue nécessité de faire une gonioscopie après une iridotomie périphérique, car c'est le seul moyen de faire efficacement le bilan. Et j'en profite pour glisser ici qu'il ne faut plus écrire la phrase « iridotomie périphérique transilluminable », car elle n'a absolument aucun intérêt. Si à la gonioscopie, l'angle est réouvert et que la pression intraoculaire est abaissée, tout va bien, votre patient est guéri. Et hormis une surveillance de principe, il vous doit une fière chandelle, car l'errance diagnostique dans ces cas-là peut aboutir à des situations absolument dramatiques au regard de la facilité de la prise en charge pour peu qu'elle soit rigoureuse. Si la pression intraoculaire reste élevée, et une fois que l'on a confirmé que l'angle était bien réouvert à la gonioscopie, on pourra à ce stade mettre en place des collyres hypotonisants.
On a donc une trabéculopathie qui est installée et la surveillance redeviendra exactement la même que la surveillance de tout glaucome à angle ouvert. Et le rythme de surveillance devra être adapté à chaque cas. Avant avoir objectivé que l'angle iridocornéen était ouvert, il ne faut surtout pas instaurer de thérapeutique hypotonisantes, sous peine de voir la trabéculopathie se poursuivre. Si elle se poursuit, les séquelles trabéculaires et donc la pression intraoculaire, même lorsque l'angle sera réouvert, mais surtout les séquelles papillaires, s'installeront de manière insidieuse. Même si la pression intraoculaire est normale au cabinet. Je le rappelle une dernière fois, ce n'est pas parce que la pression intraoculaire est normale à votre cabinet qu'elle est normale tout le temps chez les patients. C'est vrai pour les glaucomes à angle ouvert, mais c'est encore plus vrai pour les glaucomes à angle fermé. Si après la première ligne de prise en charge, la situation n'est toujours pas sous contrôle, il faudra donc trouver d'autres alternatives comme l'iridoplastie chez les sujets jeunes ou l'extraction du cristallin dans les cas de sujets âgés et dans les conditions qu'on avait détaillées dans la vidéo précédente. Et tant que l'angle n'est pas réouvert de manière satisfaisante, on ne met pas de collier hypotonisant. Alors bien sûr, s'il n'est pas réouvert à cause de synéchie iridocornéenne, c'est une autre histoire. On peut lâcher les synéchies lors d'une opération de la cataracte, mais dans la plupart, le résultat pressionnel n'est pas à la hauteur. Après, ça vaut toujours le coup d'essayer. Voilà pour cette diapo qui récapitule en beaucoup de schémas, mais en assez peu de place, l'ensemble de la prise en charge des glaucomes à angle fermé. Pour terminer, je vais vous donner 3 astuces qui m'ont, moi, été extrêmement utiles pendant ma formation. La première chose, on en avait parlé initialement, il ne faut pas confondre un anneau de Schwalbe pigmenté avec un trabéculum. On peut voir des errances diagnostiques qui vont durer des années parce qu'une gonioscopie a initialement été faite, qu'une ligne de Schwalbe pigmentée a été prise pour un trabéculum, alors que même que le trabéculum aurait pu être visualisé par indentation. Mais l'angle reste donc ouvert, on ne juge pas nécessaire de refaire des gonioscopies vu que l'angle a déjà été visualisé comme ouvert, et un glaucome à angle fermé s'installe. Donc pour éviter de tomber dans ce piège, il faut indenter tous les patients pour lesquels on fait une gonioscopie. La deuxième chose, c'est pour apprendre à faire une gonioscopie dynamique. L'apprentissage est compliqué. Le verre à 4 miroirs, je vous conseille d'abord de l'utiliser chez des patients ayant des angles ouverts. N'attendez pas de faire face à des angles étroits, dont l'analyse est très compliquée, surtout chez les patients qui vont être pusillanimes, potentiellement énophtalmes après des années de prostaglandine. Mais une fois que vous y serez, je vous conseille de débuter la gonioscopie à indentation en désindentant. Indenter au maximum et relâcher jusqu'à ce que le verre se décolle de l'œil et analyser jusqu'où va l'iris au niveau du trabéculum si vous avez réussi à le voir avec l'indentation, ce qui, dans les cas d'angle fermé, est toujours assez facile car le trabéculum sera pigmenté. Enfin, et c'est la dernière chose, il vaut mieux une bonne pilocarpine qu'une mauvaise iridotomie périphérique. Pour les cas où vous prenez en charge une crise aiguë par fermeture de l'angle, pour les cas où vous posez la question entre est-ce qu'il faut que je fasse une extraction du cristallin ou est-ce qu'il faut que je fasse une iridotomie périphérique, pour les cas où vous posez la question est-ce qu'il faut que je fasse une opération de la cataracte ou une opération de la cataracte combinée à une trabéculopathie, ou même plus simplement pour les cas qui sont extrêmement limites, l'isoptopylocarpine est un médicament qu'il ne faut pas jeter à la poubelle. Elle est très mal tolérée dans pas mal de cas, mais elle est très bien tolérée dans le nombre de cas qui est complètement significatif. Personnellement, je vais l'utiliser dans les cas où les iris plateaux sont certains et pour lesquels je n'arrive pas à faire d'iridoplastie, typiquement parce que le patient ne supporte pas l'iridoplastie ou bouge trop pendant la réalisation de l'iridoplastie. Là, l'isoptopylocarpine peut vraiment être un traitement de long cours. J'utilise pour toutes les crises aiguës par fermeture de l'angle avant la réalisation d'une cataracte. Je l'utilise pour les angles fermés avant la réalisation d'une cataracte. Et enfin, je l'utilise pour les tests thérapeutiques, donc avant trabéculectomie ou avant réalisation de la cataracte pour voir quelle réserve j'ai, quelle réserve trabéculaire j'ai. Voilà, c'était la dernière vidéo des 4 vidéos qui concernaient la gestion des angles fermés. C'est un sujet donc complexe que j'ai essayé de résumer simplement. Ça n'a aucune valeur de recommandation. Chaque situation est toujours complexe. N'hésitez pas à prendre des avis, à en discuter avec des collègues, mais essayez d'utiliser ces 4 vidéos pour parfaire vos connaissances et améliorer votre rigueur. C'est la rigueur de la prise en charge des angles fermés qui aboutit à une prise en charge qualitative. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et je vous dis à une prochaine fois pour une autre thématique concernant le glaucome, et vous pouvez me suggérer les thématiques si vous souhaitez aborder tel ou tel point qui vous semble un petit peu obscur. À bientôt!